Tank intérieur et extérieur, accommodation complète sur place et service de gaz propane, animation et jeux pour tous. Le camping Otamac pour des vacances réussies, réservation 538-96-97. Vivez les vacances avec les gens d'affaires de Lac à la Tortue. Comment alors faites-vous vos profits et continuez à progresser? Notre grand volume d'achats nous permet d'économiser et d'en faire profiter la clientèle. Quelles sont les garanties que vous donnez? Le service professionnel est garanti par nos opticiens et moi-même. Chez Farah, le 3 pour 1 est une réalité. Vivez un printemps tout en couleur avec les copains Gamma Gamine, centre japonais de la photo. Pour des achats bien pensés. Oui, c'est bien pensé, les galeries du Cap. Il n'y a pas si longtemps, il fallait toujours passer rigoureusement les chaudrons avec un... Et 1000 figurants. Revoyez comment s'est construite cette mini-série ce mardi 21h à TVA. C'est qui, ça? C'est Gabriel. Aïe, aïe, aïe. Hélène, je te présente Fanny. Sainte Lola. Arrête donc de me niaiser, tout. Tout feu, tout flamme, les amours se nouent, les humeurs se déchaînent. Si tu continues à faire ta phase d'enterrement, va t'en trouver tout seul, mon gars. Ah, regarde-toi. C'est déjà un croulant, ça. Hey, comme ça vient au cégep? Ouais. Revivez le début de la 3e saison de Chambre en Ville ce mardi 19h à TVA. Madame Lalande nous le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de problèmes de cataracte au Québec, surtout parce que les gens ne se sont pas protégés les yeux contre les mauvais rayons du soleil. Alors, Pierre Castonguay de l'Office de protection du consommateur est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour Marie-Chou. Vous êtes ici pour nous parler d'une étude qui a été faite pour le magazine Protégez-vous de ce mois-ci sur les lunettes de soleil. Oui, effectivement. On a voulu évaluer là, la protection que ces verres-là apportent aux consommateurs parce qu'ils portent tous des étiquettes. On nous dit tout le temps, protection maximale contre les rayons UV, etc. Moi, ce que j'aimerais d'abord savoir, c'est est-ce qu'il y en a des normes qui existent? Est-ce que quand on met des lunettes de soleil sur le marché, on est obligé de respecter un strict minimum de choses? Non. Non. De façon très claire, non. Il existe une norme aux États-Unis, la norme ANSI, qui est une norme volontaire et qui ne fait pas l'objet d'un contrôle auprès des manufacturiers. Donc, à toutes fins utiles, peu importe ce que vous achetez aux États-Unis comme ici, vous n'êtes jamais assuré finalement que le saut peut y être, mais que la qualité n'y est pas forcément. Alors, ce qui est important de voir, c'est que non seulement les étiquettes que vous retrouvez sur les verres fumés correspondent à une norme américaine, mais en plus, on n'est pas aux États-Unis. Et au Canada, il n'existe pas de norme. Il y en a une qui est en élaboration actuellement par la CNAR. Mais il n'y en a pas sur le marché à l'heure actuelle. On ne peut pas dire telle lunette de soleil ne devrait pas être sur le marché parce qu'elle ne rencontre pas la norme minimale du gouvernement. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas à l'heure actuelle. Dans tout, il y a quand même une bonne nouvelle. Vous en avez testé combien de paires de lunettes de soleil? 67 paires. 67 paires. Est-ce qu'il y en a qui mentaient en disant qu'elles offraient une protection contre les rayons UV, UVA, UVB, UVC? Non, en fait, il y en a qui mentaient, mais très peu. La grande majorité, toutes les lunettes qu'on a vues rencontrent la norme américaine. Donc, protège les yeux. Protège suffisamment contre les rayons ultraviolets. Qu'elle coûte 10 $ ou qu'elle en coûte 200? Voilà. Parce que vous avez testé de tous les prix aussi. Oui, de 5 $ à près de 150 $. Alors, c'est assez dispendieux. Est-ce que ça serait l'exception à la règle, les lunettes de soleil, où la protection va être la même dans une lunette de 10 $ et une lunette de 150 $, et pour une fois, c'est pas un rapport qualité-prix qui compte? Bien, il y a autre chose qu'évidemment que le verre qui compte là-dedans, mais en ce qui a trait à la protection contre les rayons ultraviolets, les UVB, en fait, qui sont les plus nocifs, on retrouve effectivement une protection qui est équivalente dans un produit de 5 $ comme dans un produit de 120. J'aimerais qu'on parle couleur. Quelle est la couleur? Parce qu'on en a de toutes les couleurs sur le marché. J'en ai des roses ici pour un arbre. Oui, ça, c'est l'effet 60s. Oui, des jaunes. Puis on a des roses, des jaunes. On va retrouver des vertes, des brunes. Des vertes, t'en as peu, on va les montrer celles-là. Ça, est-ce que ça protège réellement contre quoi que ce soit? Bien, ça protège contre les rayons ultraviolets, évidemment. Même avec ces couleurs fantaisistes-là, vous avez une protection qui est suffisante. Par contre, ce qui vient changer les choses, c'est la perception des couleurs qui va être modifiée. Alors, les professionnels de la santé dans le domaine de la vue vont vous recommander
un verre teinté gris. Gris. Et pas trop foncé pour pas changer la perception des couleurs. Donc, par exemple, lorsqu'on conduit, oui. ça devient important, la perception des couleurs. Un peu comme ça, en fait. Le gris. Le gris. Ou, puis en deuxième choix, le brun ou le vert. C'est comme ça qu'on va changer le moins la perception des couleurs. L'autre chose qu'on trouve beaucoup sur le marché, c'est ça. C'est pas teinté complètement. On voit, c'est beaucoup plus foncé en haut qu'en bas. En bas, c'est beaucoup plus pâle. Est-ce que ça protège aussi bien le haut et le bas? En fait, non. On va avoir un éblouissement moins fort dans le haut. C'est des lunettes, dans le fond, qui sont conçues pour la conduite automobile. Vous allez voir vos cadrans, vous allez savoir à quelle vitesse vous allez et vous ne serez pas sujet à l'éblouissement. Pour ce qui est de l'absorption des rayons ultraviolets, vous êtes protégé parce que la protection contre les UVB, les UVA et les UVC ne dépend pas, absolument pas, de la teinte qui est appliquée sur le verre. Ce qu'on voit ici, c'est... j'ai mis mes doigts dedans, mesdames, messieurs, je m'excuse. C'est un peu l'effet miroir. Oui. Et ça, est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est efficace, ce genre de choses-là? L'effet miroir, c'est très efficace pour réduire davantage l'éblouissement. Alors, pour les gens qui vont faire des sports extérieurs, qui vont aller à la plage, qui vont aller faire du ski, etc., vous allez avoir à ce moment-là un avantage certain à réduire l'éblouissement de beaucoup pour éviter la fatigue oculaire. Alors, ça peut effectivement être un avantage. Évidemment, il faut être confortable avec ces verres-là. Mais en fait, ce que je redis, ce qui est intéressant dans l'étude que vous avez faite, c'est que l'on paie 10 $ ou que l'on paie 200 $, si on dit qu'on est protégé, si on nous affirme dans la publicité que ça protège les yeux contre les rayons UV, c'est vrai. C'est la monture qui change, en fait. C'est la qualité de la monture. En fait, on ne peut pas vraiment se fier à la publicité comme au fait qu'on les ait testés et qu'incidemment, elles rencontrent les normes. Parce qu'il y a des affirmations qui sont faites qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. Lesquelles? Il y a une certaine paire de lunettes, les bolets ici, par exemple, qui vont vous affirmer, attendez un petit peu, je les retrouve pas vraiment. Il y en a trop. Il y en a trop. Bon, qui vous disent qu'on filtre les rayons UV jusqu'à 400 nanomètres, ce qui est faux. Qu'est-ce que c'est un nanomètre? Ah, ben, c'est une longueur d'onde de rayons ultraviolets. Et d'ailleurs, les professionnels de la santé au Québec vont vous recommander de filtrer les rayons ultraviolets au-delà de la norme américaine prévue, qui termine à 380 nanomètres. Alors, à 400, vous avez une protection complète contre tous les rayons UV. Maintenant, ces verres-là ne rencontrent pas cette affirmation-là. Alors, comment il faut se méfier de l'étiquetage. Il faut prendre pour acquis qu'on a des verres sécuritaires dans tous les cas. Mais surtout, il faut choisir quelque chose qui est approprié à ses besoins. On n'a pas besoin du même type de lunettes pour aller prendre une marche, pour conduire l'automobile, on en a parlé tout à l'heure. Un verre dégradé va vous donner un plus grand confort et vous allez demeurer en contrôle de votre véhicule plus facilement. Et lorsque vous faites des sports, vous passez beaucoup de temps à l'extérieur, dans les endroits où il y a énormément de réflexion, comme sur la neige ou à la plage, à la mer. Sur l'eau, vous avez besoin de réduire l'éblouissement au maximum. Donc, il s'agit peut-être un peu de ne pas payer trop cher, mais d'avoir plusieurs paires de lunettes qui vont vous permettre à ce moment-là de bien assortir à l'activité que vous faites. Pierre, il reste à peine une minute. On le sait. Bon, vous nous l'avez dit, il n'y a pas de normes au Canada. Grosso modo, tout le monde respecte à peu près ce qu'ils essaient de vendre, mais on n'en est pas certain, à moins d'avoir fait faire les tests. Alors, comment s'en tire? Est-ce qu'on peut acheter... Est-ce qu'on y va au tire-larigot? On va voir, puis si on est chanceux, on tombe sur une bonne paire? C'est un peu ça. Vous pouvez consulter Protégez-vous. Vous allez déjà trouver là, dans le tableau exhaustif, avec les 67 paires de lunettes différentes, là, un bon échantillonnage et un bon guide. Maintenant, partant de ça, il ne faut pas se leurrer, le même manufacturier va vous vendre le même verre dans 60 montures différentes. Alors, ça devient compliqué comme marché évalué. Ce qu'on peut évaluer, la protection pour les yeux, c'est correct, peu importe la paire de lunettes que vous achetez. Bon, maintenant, la solidité. Évaluez la solidité et assurez-vous que le verre ne sorte pas trop facilement. Et porter des lunettes de soleil, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. À la semaine prochaine. Une petite pause et au retour, c'est le temps des numéros de téléphone et des adresses.
bien naturellement, le code interurbain, c'est très important. Si vous voulez nous écrire, encore une fois, pour nous livrer vos commentaires et aussi vos suggestions, l'adresse, c'est l'émission Sans plus ni moins, 1000 avenue Miran à Sainte-Foy, Québec. Le code postal, c'est le G1V2W3. Et je vous rappelle que vendredi, au cours de l'émission, on va faire tirer 5 exemplaires du magazine, pas du magazine, mais de la publication 120 lettres pour tout régler, publiée par l'Office de protection du consommateur et aussi par le Protégez-vous. C'est très important, on en fait tirer 5 exemplaires vendredi. Demain, à l'émission, un autre sujet assez important. On va parler étiquetage des produits alimentaires et aussi la pesée. Qui nous dit que quand on achète 450 grammes de noisettes, on achète vraiment 450 grammes de noisettes? Tout ça à l'émission demain. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve 13h30 demain. Ici Claire Lamarche. Aujourd'hui, à 16h30, je reçois des jeunes dans la vingtaine qui reviennent sous le toit familial après avoir volé de leurs propres ailes. L'œuf ou l'argent? Micheline, qu'est-ce que vous avez décidé? Prendre l'argent. En participant au programme de parrainage de Vision mondiale, s'il vous plaît, partagez avec un enfant qui n'a absolument rien. Téléphonez maintenant. Les Indiens Mayas du Guatemala. Fiers, colorés, de pouvoir programmer l'appareil pour enregistrer nos émissions préférées. Mais ça peut servir de double appareil, donc vidéo et puis visionner des films, parce que c'est le format maintenant universel, le VHS. Il y a également le super VHS dans l'appareil que je décrivais, c'est-à-dire que c'est un appareil qui est plus performant, à la fois pour les images, il y a la stéréophonie, il y a le son également, donc c'est pas un mauvais achat, c'est très bon. Mais les meilleurs actuellement, il y a le VHS-C, c'est-à-dire VHS compact, qui est en train, qui a réussi une très bonne percée, beaucoup plus populaire au Japon, mais qui est en train littéralement de disparaître au profit des tout petits 8 mm. Il faut peut-être l'oublier celui-là. Je pense pas qu'on ira très loin avec ce format-là, parce que c'est un format bien spécial. Ça prend un adaptateur pour lire la cassette dans un magnétoscope. Oui. Maintenant, c'est les 8, celui que Daniel avait entre les mains, 8 mm, très bon appareil en partant. Encore meilleur appareil en high 8 mm, c'est-à-dire en appareil amélioré, le son et l'image. La petite cassette qu'il y a là-dedans, tu peux pas la mettre dans ton magnéto. Donc, ça veut dire que tu branches directement ceci sur ton... Soit qu'on branche. Là, de plus en plus, d'ailleurs, les magnétoscopes ont des petites entrées pour ces caméras-là. Donc, on peut la laisser en permanence à côté pour visionner nos films. On peut se promener avec l'appareil pour brancher sur les appareils des amis ou de la famille. Mais lorsqu'on veut faire des cassettes en VHS, par exemple, on va perdre lors du transfert une certaine qualité dans la génération, ce qui est tout à fait normal. Mais si on a un appareil, un high 8 mm, on ne perdra pas beaucoup, ça je peux vous l'assurer, parce que ces images-là, d'ailleurs, ce sont les meilleurs appareils, ils sont nettes, claires, précises, les couleurs sont extraordinaires également, et le son est très bon, sauf qu'on entend quelquefois certains bruits
que fait l'appareil lui-même, mais on peut quand même, avec des rallonges, aller chercher le son à quelque part. C'est la haute éloigné, fidélité là, dans du la maison. vidéo. Oui, absolument. Et c'est extrêmement léger, hein? Oh, oui. Très, Donc, très de léger. bons appareils sur le marché, les meilleurs, les 8 mm. Est-ce qu'on doit acheter ou louer? Bon, la question c'est, bon, la location représente, je pense, un assez net avantage parce qu'on aura toujours entre les mains un appareil de la dernière technologie. Et si on s'en sert uniquement lors des événements comme des fêtes, des anniversaires ou encore des fêtes comme Noël ou Pâques, eh bien, je pense que ça va prendre quand même quelques années avant qu'on puisse arriver au prix que coûte un de ces appareils-là actuellement. Et donc, mais ce qu'on peut faire, si on ne désire pas acheter, outre la location, c'est d'acheter, c'est-à-dire acheter seul, c'est d'acheter en groupe. Ça amortit énormément le coût. Et puis on peut se passer la caméra dans la famille, tout n'arrive pas, tous les événements n'arrivent pas en même temps. Pour rester amis. Oui, il faut rester amis, mais dans la famille, c'est quand même pas si Ordre mal. de grandeur, je ne veux pas que tu me donnes le prix exactement, mais par rapport aux plus grosses qu'on peut acheter en bas de 1000 $ maintenant. Ouais, j'ai une annonce ici qu'on voit dans le soleil, ça, aujourd'hui, 999. Donc, ça part de là. Évidemment, ça ne veut pas dire que cet appareil-là, c'est le meilleur, là, parce qu'il faut quand même magasiner. Il y a des caractéristiques à chercher. Et ça va jusqu'à 2500 $, ce qui est quand même énorme. Mais encore, ça dépend de l'argent qu'on est prêt à mettre. Des éléments caractéristiques à surveiller, la netteté de l'image. Il n'est pas défendu dans le magasin de jouer avec l'appareil et de se donner un aperçu de ce que ça va donner à l'écran. Alors, la netteté de l'image compte pour beaucoup. La mise au point automatique, ils sont à peu près tous pourvus de cette fonction, sauf qu'il y en a qui travaillent plus vite que d'autres, plus rapidement. L'exposition automatique, qui varie selon la lumière. La vitesse d'obturation, quand on veut voir les élans de quelqu'un au golf, par exemple, ben, on peut choisir notre obturation maintenant, comme sur les appareils photo ordinaires. Le son, la qualité du son. L'éclairage requis, il y a des appareils qui captent quasiment des images dans le noir. Alors attention, attention à vous, attention à vos développements. Et une petite préférence peut-être, le La protégez-vous? netteté, le viseur est magnifique. Oui, Protégez-vous a fait un excellent article, quant à moi, dans le numéro de mai 1990, qui peut nous aider vraiment à acheter un de ces nouveaux appareils qui sont en constante évolution. Alors on en parle aujourd'hui, puis il s'en fait deux de nous. Merci beaucoup, Yves. Québécois, c'est-à-dire 614 000 personnes qui reconnaissent des mots très familiers, mais qui ne lisent pas couramment et qui ne savent pas déchiffrer le code de la lecture. Alors, on imagine facilement là, quelques situations où les droits même de la personne humaine ne sont pas... Bien, c'est ça. D'ailleurs, leur urgence à ces gens-là, c'était des mesures de prévention, pouvoir aider les gens au moins à se prévaloir de certains droits, comme le droit de vote. Il faut pouvoir lire un peu, écrire un peu, pour pouvoir corriger les choses, être capable de comprendre ce qu'on fait. Porter plainte, ça se fait, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Il faut monter un dossier, il faut pouvoir lire les lois. L'accès à l'information, quand on ne peut pas lire, on ne peut pas lire une loi, on ne peut pas déchiffrer ce qu'il y a dans le journal. Les règlements, on ne peut pas les lire si on est dans un édifice et puis qu'il y a la méthode pour sortir en cas de feu. Par rapport, par exemple, aux gens du bien-être social, ils ne peuvent pas se défendre s'ils ne comprennent pas la loi. C'est ça. Les offres d'emploi, il faut encore pouvoir les lire. On nous demande généralement 12 ans de scolarité, ce qui n'est pas le cas quand on est analphabète. Très souvent, on a peut-être 3, 4, 5 années de scolarité. Le droit d'apprendre, c'est fondamental. Si on veut suivre un cours, par exemple, déjà, on nous demande d'avoir un secondaire 2, 3 ou 4, ou 5 même. Alors, ça entraîne un isolement de ces individus-là qui est pénible, c'est difficile à vivre. Pour, justement, illustrer notre propos, il y a un monsieur formidable qui est avec nous aujourd'hui. Je vous en parle depuis hier, monsieur Richard Caillé. Monsieur Caillé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes courageux de venir nous voir. Vous avez 55 ans, je pense. Oui, 56. 56 ans? Combien d'années vous êtes allé à l'école? Oh, jusqu'à la 4e. Jusqu'en 4e année? Oui, à peu près, oui. Pour quelle raison vous avez quitté l'école? Ah, bien, parce que j'ai travaillé de bonne heure, et en plus de ça, j'avais eu un accident à l'âge de 7 ans, là. Après ça, j'oubliais un peu plus les choses, là. Étiez-vous une grosse famille? 11. 11. Et vous êtes à quel endroit dans la famille? Au milieu, le 6e. Au milieu. Est-ce que les 11 enfants ont dû quitter l'école ou bien seulement quelques-uns? Dans les plus vieux étaient dans l'armée. Les autres ont commencé à travailler. Très Après jeune. ça, bon, on a tous travaillé jeunes assez, pas mal. Est-ce que vous étiez en ville à Montréal ou... Oui, c'est à Quartier. Oui. Maintenant, quand on a une 4e année, j'imagine que vous avez dû devenir très rapidement, je ne sais pas moi, livreur d'épicerie. C'était les choses qu'on occupait tous. Aller porter les presses, les journaux, là, dans les boîtes à lettres, là, dans ce temps-là, là, puis les livreurs d'épicerie. Pouviez-vous lire la presse que vous lisiez? Non. Ben, je pouvais lire un peu dans ce temps-là. Je sortais juste de l'école, là, je pouvais lire un peu, mais après ça, j'ai arrêté de lire. Ça ne m'a jamais intéressé, ça ne m'a jamais attiré.
Est-ce que dans le phénomène de l'apprentissage avec les yeux, là, les chiffres, le calcul, tout ça, c'est difficile pour vous? Ça a toujours été difficile? Ben, c'est oui. Oui. Oui, oui, oui. Donc, j'imagine que compter de l'argent, les calculatrices de nos jours, savez-vous comment ça fonctionne? Ben, les calculatrices, je m'en sers pas. Je compte par mémoire. Oui. Vous devez avoir toute une mémoire, par exemple. Vous avez dû développer des trucs. Oui, c'est ça. C'est ça qui arrive. Quand on ne peut pas se servir d'une chose, on développe d'autres façons d'opérer. Est-ce que vous êtes aperçu, jeune, que ça vous empêchait, je sais pas moi, d'aller travailler à d'autres endroits? Est-ce que ça vous a bloqué? Non, parce que moi, je recherchais plus du travail physique, plus du travail manuel. Je n'étais pas attiré par les jobs de bureau. J'ai attiré des affaires physiques. Tu sais, là, c'était beau, on était fort, tu sais, on portait des affaires. Tu sais. Mais je parlais du droit de vote tout à l'heure. Est-ce que ça a été difficile pour vous, faire déporter plainte? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être arrêté par le fait que vous lisiez peu? Ah, ben oui, ça, s'il y avait eu des photos des candidats, on aurait pu reconnaître les photos, mais des fois, par les noms, c'est pas trop facile, les noms, surtout aujourd'hui, on a toutes sortes de nationalités qui se présentent, là. Quand tu changes les noms, des fois... Vous êtes-vous senti isolé? Étiez-vous bien différent de tout le monde autour de vous? tout le monde, oui. Ah, oui. Ça fait quoi, quand on est un jeune homme, disons, à 20 ans, là? Ben, tu rêves dans le fond du bois, là. Pour vrai? Ah, oui. Qu'est-ce qui vous a le plus nuit de ne pas savoir lire ou écrire, d'après vous? Ben, j'aurais pu arriver à d'autres cheminements que celui-là que j'ai fait là, mais peut-être que ça n'aurait pas été mieux. Ben, c'est ça, pas faut croire que... je sais pas, là, Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aidait quand vous aviez, je ne sais pas, vous adresser au gouvernement? Il n'y avait personne. Vous n'étiez pas marié? Je veux dire, quand on allait pour le chômage, on essayait de faire remplir la formule par eux autres. Si vous ne voulez pas, ben là, on pogne un de mes frères ou une de mes sœurs. Puis vous vous sentiez comment d'avoir besoin d'aide? Est-ce que... Ben, j'aimais pas ça, mais je n'étais pas capable de le faire. Mais vous aimiez pas ça? Est-ce que ça vous fâchait? Vous savez, il y a des gens qui réagissent en se cachant, en s'isolant. Il y en a qui se fâchent. Ah non, ça ne me choque pas, mais je veux dire, je me sentais pas bien dans ma peau. Essayez-vous de le cacher, M. Caillé? J'ai essayé des fois, oui, ça m'est arrivé. Des fois, de donner des choses, je n'avais pas mes lunettes, là. Oui. Vous sentez-vous tout seul ou s'il y en avait autour de vous? Des fois, on va prendre un verre, puis les gars en parlent. Je pense qu'on se sent plus seul. Mais un coup qu'on s'est impliqué, comme moi j'ai fait, au centre de lecture, après ça, on s'aperçoit qu'on n'est vraiment pas tout seul. Racontez-nous ça, justement. Il y a un an, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Oui, je regardais la revue La Criée, là, dans ce temps-là, puis il y avait une annonce. Apprendre à lire et à écrire, c'est facile. Venez vous inscrire. J'ai été inscrit, puis j'ai commencé. Puis 2-3 premières semaines, là, je pense que j'allais lâcher. Là, pour ça, il faut que je reste. Ben là, je restais. Aviez-vous de l'encouragement des gens qui étaient autour de vous? Oui, dans le centre, oui. Oui. Et vos amis, qu'est-ce qu'ils ont dit ça? Leur avez-vous dit? Ah, ben oui, ils ont été surpris quand je leur ai dit ça. Ils ont été surpris? Ben oui, ils ont été surpris que je fasse une démarche comme ça. Dire, ils ont dit, t'as pas besoin de ça, 55 ans, t'as pas besoin de ça. T'aurais pu continuer comme tu étais, mais... Monsieur Caillé vient de s'acheter son premier livre. Dites-nous ce que c'est. C'est une chose de 7 volumes, c'est le Pays des Nations. C'est une forme d'encyclopédie. Vous avez pris quelque chose de gros? Oui. C'est 7 volumes. Je vais en avoir pour une dizaine d'années. Avez-vous commencé? Avez-vous commencé? J'ai commencé un peu par le volume du Canada, le volume numéro 6. Est-ce que c'est un exercice qu'on vous demande de faire dans les cours? Non, c'est une chose de... Vous êtes en train de dire qu'à 55 ans, vous avez découvert les livres. Oui, c'est ça. C'est le premier que j'achète de toute ma vie. Aimez-vous ça? Ben oui, certainement. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est parce que ça parle d'autres pays? Là, je comprends plus les mots, puis quand je ne les comprends pas, ben, je sors mon dictionnaire, puis là, je vais chercher. Mais c'est effrayant pour la curiosité. Vous avez le monde à vos pieds, là. Ah oui. Je ne sais pas si j'ai jamais écrit, mais... Dans votre livre. Vous aimez ça, les livres, M. Caillé? Oui. Bon, bien, le Salon du livre ouvre après-demain. Ça, c'est un laissez-passer. Vous irez faire un tour. Vous pouvez en consulter sur place. OK. Merci beaucoup. Vous encouragez peut-être à en lire d'autres. Il y a une autre chose qui est bien importante en terminant, c'est que M. Caillé était un des 3 membres d'un jury. Bien important pour vous. Pouvez-vous nous dire de quoi? C'était pour les imprimés, les affiches, puis Il y a eu un concours? Il y a eu un concours, justement, au Forum pour l'alphabétisation, là. Il y a 20 organismes qui ont participé. Il y avait des affiches, des dépliants, des guides d'information. Il y avait tout ça. Il y avait toutes sortes de choses. Et puis, il y en avait que c'était très beau en apparence, là, mais quand tu ouvres ça, là, il y a des mots que tu ne comprends pas dedans. C'est comme des dépliants qui passent à la maison, là. Puis c'est ça, la chose. Il y en a qui sont pas mal proches d'être bons, là. Il y en a encore Et vous avez jugé de la qualité pour la lecture pour des gens, parce que vous êtes représentatif. Ceux-là qui pourraient être accessibles aux gens comme nous autres. Oui.
Et évidemment, les caractères étaient plus gros. Oui, oui. Souvent. Souvent, les caractères étaient plus gros, mais les mots étaient plus faciles, plus simplifiés. Là, tu sais, là. Bien, Monsieur Caillé, bonne lecture. Merci infiniment d'être venu à l'émission. Puis j'espère qu'on va vous voir au Salon du Livre. Ouais, puis j'espère que l'année prochaine, il va renouveler encore le forum pour faire encore pour encourager les compagnies ou les organismes à envoyer des pamphlets, puis que les gens puissent les lire. Bonne chance, M. Caillé. Merci beaucoup. Bravo. Bonsoir. Merci. On a beaucoup parlé des relations par-enfants cette émission, j'ai l'impression que c'est pas fini. Ben, juste hier encore, on en parlait avec Christiane Olivier, qui parlait des relations mère-fille. Notre ami Guy Corneau, qui a beaucoup de difficultés à parler ce soir, parce qu'il parle beaucoup de ça, notamment, nous a parlé, Guy, vous nous avez parlé de ce livre de Linda Léonard, qui était la fille de son père. Oui, oui. Et là, vous voulez qu'on parle de la place du désir dans les relations père-fille. J'ai l'impression que là, vous laissez toutes les publications, y compris la vôtre. Oui, c'est ça. Je vais ajouter mon petit grain de sel personnel. Là. OK. Alors, on va vous écouter avec beaucoup d'empathie à cause de votre gros rhume. Oui, merci beaucoup. C'est très gentil. D'ailleurs, je vais me mouffer en commençant. Si vous m'excusez, si vous voulez m'entendre un petit peu. Il paraît que ça me donne une voix sexy, mais moi, je suis pas sûr. Oui, mais là, ça dépend. Ça dépend. À la radio, peut-être. À la télévision, on vous voit en plus le nez rouge. Ça enlève un petit peu.